Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 26 décembre 2018. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes. Alors, on va parler du Nikkei ce matin qui tente de rebondir après avoir chuté de 5% lundi dans le sillage de Wall Street, hein, ni plus ni moins la semaine dernière, hein, le S&P 500 qui a inscrit d'ailleurs sa plus importante baisse hebdomadaire depuis 2011. Pour le Dow Jones, c'est depuis octobre 2008. Voilà, important repli des marchés à actions pour cette fin d'année. Nous n'avons pas eu le Santa Rally comme comme les marchés l'attendaient. Le fameux Santa Rally qui arrive de façon périodique, hein, avant les fêtes de fin d'année. Et on a toujours donc le shutdown depuis samedi et on a une reprise des discussions, des travaux finalement à partir de demain au Sénat américain. Pour rappel, le shutdown, nous avons Donald Trump qui réclame le financement pour la construction de son mur à la frontière du Mexique, un financement de 5 milliards de dollars qui doit être approuvé par le Congrès américain. Le Congrès qui, à partir de janvier, nous aurons une majorité démocrate à la Chambre des représentants et nous aurons la majorité républicaine qui se renforcera, puisque vous le savez, il y a eu les élections demi-mandat qui ont eu lieu début novembre et ce changement d'élection, enfin dans les élections, prendra effet dès la semaine prochaine. Voilà, alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez passé donc des très bonnes fêtes. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Thierry, que je salue également. Alors Thierry, on va avoir un petit peu plus de temps aujourd'hui puisque nous sommes peu nombreux, hein, étant donné que nous sommes encore en période de fête, ce qui est normal. Donc je vais pouvoir prendre plus de temps à répondre à vos questions. Peux-tu faire un point sur quels marchés européens sont ouverts aujourd'hui? Très bien. Très bien, alors j'espère que vous m'entendez bien et que l'image fonctionne correctement. Si je pourrais avoir une confirmation, ça serait parfait. Alors on me dit voix bizarre, mais écoutez, c'est ma voix normale, hein, je ne suis pas malade, donc ne vous inquiétez pas. Bon, alors, avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on va passer la slide habituellement sur le briefing de l'actualité puisqu'il n'y a pas vraiment d'actualité, hein. Pour rappel, il y a toujours le shutdown qui est en place. Donc, c'est une fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis. On a toujours les incertitudes sur le ralentissement économique mondial, hein, qui est qui est en tête au premier plan, hein, depuis le début de l'année. Finalement, ça a été finalement le premier facteur suite au début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a eu des incertitudes en Europe grandissantes en 2018 qui ont soutenu cette incertitude. Et depuis le shutdown, vous voyez, on a également les États-Unis qui, déjà l'économie devait ralentir. Elle a été importante en 2018 parce qu'on a eu cette fameuse réforme l'année dernière finalement de Donald Trump. Rappelez-vous la réforme fiscale qui a permis un petit peu de booster, mais finalement au niveau du cycle, on est en période de ralentissement, donc c'est un petit peu une croissance entre guillemets superficielle qu'on a eue aux États-Unis, même si elle est très réelle, hein, mais on a une croissance qui devrait ralentir donc dès l'année prochaine aux États-Unis. En Europe, on est toujours dans l'incertitude avec le Brexit, même si on est d'accord sur le budget italien. On ne sait pas qui va prendre la place de Angela Merkel, puisqu'Angela Merkel a annoncé que ce sera son dernier mandat. Ce n'est plus la chef de parti du CSU et CDU. Donc voilà, on a pas mal d'incertitudes, que ce soit en Asie, en Europe et dorénavant aux États-Unis, ce qui crée un climat un petit peu incertain et ce qui se fait ressentir sur les marchés actions. Et à l'inverse, on a tout ce qui est le VIX qui augmente énormément, hein, qui est à 36. Alors on va voir ça dans un petit instant. Donc DXY qui est en baisse, hein, depuis le shutdown, on a le dollar qui est en baisse, et même un petit peu avant finalement. Dow Jones lundi a reculé, comme vous pouvez le voir, de 91%, le S&P 271, le Nasdaq 243. Alors j'ai remplacé le Russell 2000 puisqu'il y a peu de personnes, je suppose, qui le trade et qui le regardent. Donc j'ai remplacé le Russell 2000 par le VIX. C'est peut-être une information un peu plus importante. Et vous voyez que le VIX, alors c'est
36,09%, et pardon, c'est pas plus 4%, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été actualisé, j'ai oublié, c'est plus 19% par rapport à vendredi, donc importante hausse du VIX lundi. On a vu les marchés qui ont plongé lundi, voilà, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux facteurs, mais c'est en raison des craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale. Donc on a une purge à Wall Street, hein. D'ailleurs on a le niveau de valorisation d'après l'indicateur PE, vous savez le ratio PE qui est revenu à finalement près de son taux moyen historique à 15 vers 15. Donc voilà, on arrive sur des niveaux de valorisation finalement qui sont beaucoup plus sains et qui historiquement sont à la moyenne. Donc voilà. Ce matin, on a le rendement du 10 ans qui perd 5 points de base par rapport à lundi. Le yen qui perd 0,24% après avoir bondi la semaine dernière. Je vais vous faire voir ça dans un petit instant. Le gold qui continue sa progression, hein. Alors le gold qui est un actif qui devrait continuer, enfin je pense, hein, c'est mon opinion, mais je pense qu'il y a de fortes chances de continuer à progresser puisque voilà, on est dans un climat d'incertitude, On le voit avec le rendement du 10 ans qui est à 2,73%, qui est proche du plus bas depuis août. Le VIX qui est à 36, donc on a clairement de l'incertitude. C'est bon pour le gold. Et dans le même temps, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps 2018, c'est qu'on a une baisse du dollar. Voilà, depuis peu, on a une baisse du dollar. Alors, on n'est pas dans une tendance baissière, mais on a un repli. Et donc, ce repli permet alors de rebondir, ce qui n'était pas le cas cet été ou ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs mois. Vous voyez, lors de la guerre commerciale. Lors du début de la guerre commerciale, le gold n'avait pas réellement progressé. D'accord ? Donc, baisse de l'or grâce à l'inversion, mais surtout grâce à la baisse du dollar. Ce matin, on a le Nikkei qui prend 0,89% après une baisse, comme je vous l'ai dit, de 5% lundi, ce qui est énorme. Le Nikkei qui est dorénavant en bear market. Et le MSCI Emerging Market qui perd 0,33%. Au niveau du calendrier économique, comme vous pouvez constater, il n'y a pas grand-chose. On n'a même quasiment rien, mis à part à 15 heures, l'indice S&P Core Logique. Voilà, c'est les indices des prix au logement hein, de S&P Cash Schiller, Case Schiller, pardon. Et nous avons les minutes de la Banque du Japon aujourd'hui. Alors, les minutes qui n'ont rien révélé de très spécifique, si ce n'est que voilà, la Banque du Japon qualifie les marchés actions comme instables. Voilà. Alors, on me demande un point sur les marchés qui sont fermés. Alors, déjà, il faut bien distinguer deux choses. On a les marchés cash et on a le futur. D'accord ? On a le futur et CFD. Donc, on a des horaires de trading totalement différents selon le marché sur lequel on trade. Est-ce qu'on trade sur le spot? Est-ce qu'on trade sur le futur ou est-ce qu'on trade sur le CFD? Alors, le CFD, il est lié au futur, mais encore, il y a des courtiers qui font leur propre cotation, même lorsque le futur est fermé. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est une page web du New York Times qui marque donc la fermeture des marchés boursiers. Donc là, on parle du marché, on parle du marché spot, on parle de cash, d'accord ? On parle pas du tout des futurs. Donc là, on voit que, alors, nous sommes le 26, vous voyez, Boxing Day, Christmas. Donc, vous voyez, on a l'Australie, on a le Royaume-Uni, on a le Canada, on a l'Allemagne, on a Hong Kong, on a l'Italie, on a la France. Voilà. Toutes ces bourses sont fermées aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire forcément que les futurs sont fermés, et encore moins les CFD. Donc voilà, mais au moins vous savez quels marchés sont fermés aujourd'hui, enfin quels marchés cash sont fermés. Donc ces marchés cash, finalement, c'est le marché où les fonds d'investissement sont très présents. Et puisque c'est les fonds d'investissement qui ont les plus gros volumes, qui font les plus gros volumes, pardon, eh bien voilà, c'est le plus important finalement. D'accord. Et également les hedge funds. Les gros hedge funds sont sur le cash, ils ne sont pas sur des futurs. Donc voilà, donc vous voyez que la plupart des marchés, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France, Canada, sont fermés. Donc on aura Wall Street qui sera ouvert aujourd'hui. Et voilà. Et donc ensuite, pour avoir les horaires de trading sur les contrats CFD, le mieux, c'est que vous ayez sur la page web de votre courtier et vous devriez avoir, je pense, les horaires de trading. Pour ceux qui sont chez IG, eh bien, voilà, IG France. Et là, vous avez, vous voyez, horaires de trading pendant la période de Noël. Et donc, vous pourrez en savoir plus sur les horaires de cotation et de trading.
Donc, je vais vous envoyer également le lien. Ensuite, nous allons pouvoir passer au vif du sujet. Alors, image haute, mais le son est un peu dur à entendre comme si tu étais dans une grotte. Alors, pourtant j'ai le micro qui est proche de ma bouche, hein, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, je ne peux rien y faire, donc nous allons poursuivre hein, comme cela. Alors, au niveau du forex ce matin, je vais faire un tour sur les marchés actions, bien évidemment, mais on voit qu'on a des devises refuges comme le dollar et le yen, enfin surtout le yen, puisque le dollar, depuis les incertitudes au Royaume-Uni, aux États-Unis, eh bien on a le dollar qui perd de sa caractéristique de devise refuge. Par contre, le yen sous-performe, ce qui est un peu normal, puisque vous voyez ces dernières semaines, finalement, depuis mi-décembre, on a le yen qui a bondi finalement. Il a bondi. On est même sorti par le haut de ce rang. Alors, est-ce qu'il faut payer le yen? Alors, moi, je dirais que c'est toujours possible de rester à l'achat. Maintenant, est-ce qu'il faut passer long aujourd'hui sur le yen? La réponse est non. Je pense qu'on peut s'attendre à une petite période de repli. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà, je pense qu'on peut s'attendre à une petite période de repli avant une nouvelle progression lors des prochaines semaines. Voilà, regardez le yen en weekly, on a un beau breakout. On a un beau breakout et on est finalement proche des sommets d'avril 2017. Au niveau de l'euro, alors l'euro, vous voyez, on a également une belle hausse. Alors l'euro, je pense que c'est une devise assez intéressante à payer. Alors pas face au yen, comme vous en doutez, mais voilà, comme le CAD qui est drainé à cause des cours de pétrole. Regardez les cours de pétrole. Alors vous voyez que j'ai un petit peu changé la plateforme de trading. J'avais besoin de changement. Donc voilà, j'espère que vous aimez les couleurs. Il n'y a rien de très surprenant, c'est noir, vert et rouge et blanc. Mais voilà, donc les cours de pétrole sont en baisse. 50 $ le Brent, c'est une baisse de 42% depuis les sommets, ce qui fait que le CAD, vous voyez, est toujours en baisse et c'est pour cette raison que le CAD n'est pas à payer. Tant que les cours de pétrole seront orientés à la baisse, ça sera compliqué de passer à l'achat sur le CAD. Ce sera même très, très risqué. Voilà, attendons plutôt un rebond du pétrole pour ensuite engager des positions acheteuses sur le CAD. Mais pour le moment, c'est trop risqué. Bien qu'on ait une divergence, vous voyez, sur du journalier, on a une divergence haussière très importante. Dès qu'on passera au-dessus de 50, comme ce fut le cas le 14 décembre, alors 14 décembre, à l'occurrence, c'était un faux signal. Voilà, ça arrive. Hein. Mais vous voyez, dès qu'on aura un signal similaire au 14 décembre, mais cette fois-ci avec un rebond, eh bien, ce sera possible de payer le CAD. En attendant, le CAD, c'est à vendre. Raymond qui vous dit oui, c'est bien graphique. Et bien écoutez, merci Raymond. Si vous avez des opinions, n'hésitez pas à me les partager. Voilà. Donc, baisse des cours de pétrole, et même si les cours de pétrole consolident, le CAD restera à l'équilibre. Donc, l'euro-CAD, voilà, l'euro-CAD, c'est boule, hein. C'est bullish. Voilà, l'euro-CAD, je n'anticipais pas du tout ce rebond, mais enfin pas autant. Et vous voyez le CAD, voilà, c'est haussier, direction 1,5621. C'est le prochain objectif finalement. C'est une résistance importante. Et voilà, c'est un seuil psychologique. Donc 1,56 à peu près, c'est la prochaine résistance sur le CAD. Donc d'un point de vue trading, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire au prix actuel. On avait le NZD4 qu'on avait discuté il y a quelques temps. Le NZD4 on était baissier. Alors malheureusement le NZD est également en baisse, ce qui fait que on a deux devises baissières et ça ne se reflète pas sur le prix, puisque finalement on a deux devises qui sous-performent à court terme et donc voilà, on a une consolidation au lieu d'une baisse. Mais bon, techniquement, ça reste valide. On avait une divergence, je vous rappelle, en novembre, et tant qu'on est en dessous de ces sommets à 0,9257, ça me semble toujours possible de rester à la vente. Voilà, techniquement, c'est toujours bon. Alors, autre paire qu'on avait discuté, c'était le CAD-Yen. CAD-Yen, on avait un objectif à 82,17 et on avait ouvert l'hypothèse d'un repli beaucoup plus important de 80,50. Écoutez, tant que les cours de pétrole sont orientés à la baisse, le CAD-Yen a toutes ses chances d'aller chercher les 80 et quelques. Et si on enfonce ce support, eh bien écoutez, pourquoi pas aller chercher plus bas. Voilà, c'est possible.
faut savoir que plus une tendance est forte, moins la correction est importante. D'accord? Si on a une hausse, une baisse aussi importante, n'attendons pas un retracement de 60%. Attendons plutôt un retracement de 38% avant d'avoir une nouvelle baisse. Alors Philippe, alors j'ai plusieurs questions. Alors Thierry qui me dit c'est bien le noir en fond d'écran, j'ai fait la même chose sur PAT quand on reste devant l'écran quelques heures, je trouve que c'est plus reposant pour les yeux. Alors oui, pareil, tout à fait d'accord avec vous Thierry. Alors Philippe qui me dit bonjour, chose faite, écoutez, merci à vous Philippe également. Quelles conséquences de cette purge sur l'économie réelle selon vous? Est-ce durable? À votre avis, le taux de traders perdants est-il davantage élevé avec ce style de marché? Je ne comprends pas comment on peut se retrouver avec une telle situation. C'est un retour de minute. Pourquoi la BCE laisse tomber l'affaire? Les marchés de l'économie réelle sont en train de s'effondrer avec une apocalypse à venir, tout seul à cause de résultats politiques, économiques, financiers totalement stupides. Alors, plusieurs questions là-dedans. Je vais commencer par la première. Quelles conséquences de cette purge sur l'économie réelle selon vous? Alors, selon moi, pour moi, il n'y a pas d'impact réellement. Il n'y a pas d'impact sur l'économie réelle. Je dirais il n'y a pas d'économie sur la consommation. Il n'y a pas d'économie là-dessus. Maintenant, à long terme, il peut avoir un impact si on a des marchés qui continuent à être sous pression, comme ce fut le cas en 2008. Là, finalement, si on se dit qu'on commence en 2008, nous sommes pas au début, mais on a fait peut-être entre un tiers et la moitié de ce qui s'était passé en 2008. Je vous rappelle, la crise financière qui a été provoquée par les subprimes, on a eu une baisse de 57%, il me semble, du S&P 500. En tout cas, plus de 50%. Actuellement, le S&P, il est en baisse de à peu près 20%, un tout petit peu moins, 19,8 il me semble. Donc voilà, vous voyez un petit peu où on en est, moins 20%. Si on se dit qu'on va faire la même chose que la crise financière, ce que je doute, mais bon, ce qui reste possible, on est quand même, vous voyez, on est proche de la moitié, mais on n'y est pas totalement. On est plus vers le tiers. En tout cas, on est entre le tiers et la moitié. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un impact probablement sur l'économie réelle? Je ne pense pas. Voilà. Maintenant, pour les retraités qui ont leur retraite indexée sur les marchés actions, alors ce qui n'est pas le cas réellement en France, en tout cas ce qui se voit peu, enfin, voilà, à part si vous avez, il y a des plans, mais concrètement aux États-Unis, c'est énormément comme ça. Si vous avez envie, vous cotisez, vous mettez sur votre compte 401K ou sur des fonds de pension, les fonds de pension qui achètent des actions qui sont sur les marchés financiers, que ce soit sur les obligations ou sur les marchés actions, eh bien, ces retraités-là, imaginez, ont perdu 20% de la valeur, enfin, s'ils étaient totalement en action, ce qui est peu probable, mais vous voyez, ils ont perdu des certains capitaux, ce qui va peut-être se refléter sur la consommation, mais c'est relativement nouveau, donc ça ne devrait pas être, il ne devrait pas avoir d'impact énorme, surtout que les retraités, la plupart du temps, n'ont pas une majorité d'actions dans leur portefeuille, ils sont plutôt sur des obligations. Mais bon, voilà. En tout cas, on a une baisse de ces pensions. Maintenant, Wall Street a toujours inscrit des nouveaux records les années qui ont suivi des cracks, d'accord? Donc moi personnellement, je ne suis pas plus inquiet que cela de cette baisse de 20%. Alors ça fait une purge. D'un point de vue investissement de long terme, on peut considérer ce niveau de prix comme une opportunité quand on voit que le S&P, que ce soit n'importe quelle crise, eh bien peu de temps après, enfin quand je dis peu de temps, c'est quelques années après, eh bien on a des nouveaux records. Donc finalement, là on a une décote ni plus ni moins de 20% par rapport au sommet. D'un point de vue de long terme, même de très long terme, je dirais d'un point de vue investissement de long terme, finalement cette purge peut être une opportunité. Maintenant, d'un point de vue court terme, c'est clair que les vendeurs ont la main et que les acheteurs sont beaucoup moins satisfaits. Maintenant, il n'y a pas pour moi d'impact sur l'économie court terme. Et est-ce durable? Pour moi, la réponse c'est non. Voilà, si on se fie à l'histoire du S&P 500, que je vais vous mettre devant vous, S&P 500, on va se mettre sur du hebdomadaire. Alors bien que sur la baisse hebdomadaire, vous voyez, la semaine dernière, la plus importante depuis les années, depuis 2011. D'accord. On va se mettre sur 1000 unités
et nous allons mettre un graphique logarithmique pour mettre plus en valeur voilà, ce qui s'est passé dans l'histoire. Et vous voyez que, donc là on avait eu 1973, baisse de 50%, et il a fallu, vous voyez, à peu près 5 années pour recouvrir cette baisse. Et là, on a une baisse de 26% en un an et quelques. On a besoin d'à peine 10 mois pour inscrire des nouveaux records. Ici, Black Monday, enfin Black Monday et l'avant Black Monday, moins 30% et quelques, vous voyez, en l'espace de 3 mois. Et ensuite, il a fallu à peine un an pour recouvrir. Là, c'était la bulle Internet, donc 2 ans, moins 50%. On revient au sommet de la bulle Internet lors de la bulle financière. On repère 57% cette fois-ci. Et ensuite, il a fallu 4-5 années pour recouvrir et pour inscrire des nouveaux records. Nous voyez finalement sur du très très long terme, la baisse qu'on a actuellement, c'est rien du tout. Voilà, on peut dire que c'est rien. C'est 20%, alors ça reste 20%, mais voilà, sur du long terme, ce n'est pas si inquiétant que cela. Est-ce durable? Alors, ça peut durer encore plusieurs semaines. Si on part du principe qu'on refait ce qu'on a connu en 2007-2008, eh bien, oui, ça peut durer encore plusieurs mois ce qu'on connaît actuellement. Voilà. Si on se dit qu'on va retracer 50% du prix voilà, du S&P 500, rappelez-vous, on a vu une baisse de 57% en mars, la crise de subprime. Donc, 50% depuis les prix actuels. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 50%, c'est du 1470 points. Si on vient à 1470 points, on aura retracé l'intégralité, enfin on aura retracé 50% du S&P 500. Correction de 50% du S&P si on revient finalement au sommet de la bulle Internet et bulle financière. Et sur du long terme, ça semble, alors je dirais pas logique, hein, je veux pas alerter, mais regardez quand vous voyez un graphique comme cela, vous voyez, breakout et on n'a pas eu finalement le pullback, alors que c'était une résistance très importante. Donc si on a un pullback, techniquement, il n'y aurait rien de surprenant. D'accord, breakout, le pullback. Voilà, maintenant, bon, c'est vrai que ça ferait une baisse quand même de 50%, et là, ça se ferait ressentir probablement sur l'économie réelle. On aurait un ralentissement de la consommation. Mais le plus important réellement, pour le moment, c'est pas vraiment les marchés actions, c'est la consommation. C'est vrai que la consommation aux États-Unis, c'est une économie très, qui tourne, enfin, faut pas sous-estimer la consommation aux États-Unis, peu importe l'état du marché. Alors, bien évidemment, quand il y a un crack, il y a moins de consommation, mais les Américains restent un pays consommateur, extrêmement, avec une consommation extrêmement importante. Donc, le plus important, finalement, c'est de regarder la consommation. La consommation, tant qu'on a une consommation aux États-Unis, les marchés actions ont tout l'intérêt d'augmenter. Et s'ils n'augmentent pas, ça sera un indicateur, ça sera une opportunité finalement, parce que ça voudra dire que les marchés ne reflètent pas l'économie des États-Unis. Tant qu'on a de la consommation, c'est bon signe pour l'économie américaine et donc ça devrait être bon signe pour les marchés actions. Donc tout ce qui est vente au détail, vente au détail, c'est extrêmement important. À votre avis, le taux de trader perdant est-il davantage élevé avec ce style de marché? Alors, je pense que, alors je ne sais pas pour être tout à fait honnête avec vous, mais moi personnellement, puisque ça faisait des mois qu'on voyait les traders extrêmement vendeurs sur les marchés actions, et notamment le S&P 500, dorénavant, vous voyez, ils passent de plus en plus à l'achat. Donc ça veut dire qu'on avait vendeurs, vous voyez, on avait plus de 70% de traders qui étaient vendeurs, vous voyez cette échelle, 30% de traders à l'achat, donc 70% de traders à la vente. Et là, on a entre 60, on va dire 65% de traders qui sont à l'achat dorénavant. Donc vous voyez que ceux qui étaient vendeurs à ce moment-là ont pris de plus en plus de bénéfices et finalement ont pris, ont augmenté leur position acheteuse. Donc là, dorénavant, ils se positionnent dans le mauvais sens, mais en tout cas, ceux qui étaient à la vente à la baisse, ce qui veut dire près de 70% des traders étaient vendeurs au plus haut, eh bien, on a eu quand même des profits qui ont été importants. Vous voyez. Donc, est-ce qu'on a un taux de trader davantage perdant actuellement? Je ne pense pas, honnêtement. Voilà, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de chiffres à vous donner, donc ce que je peux vous dire, ce que je vous dirais serait peut-être totalement faux. Mais moi, je ne pense pas. Je
pense qu'au contraire, justement, le fait qu'on ait une baisse du S&P 500, ça a été bon pour les 70% des traders qui étaient sur le S&P. D'accord? Et vous voyez que c'était quand même 1200. Là, c'est le nombre. Le nombre. Donc 1200. On est passé de 1200 à environ 700. Donc voilà. On avait quand même pas mal de traders qui, je pense, étaient dans le bon sens, mais qui, dorénavant, se positionnent à l'achat. Alors, je ne comprends pas comment on peut se retrouver avec une telle situation et c'est un retour en 2008. Pourquoi la BCE laisse tomber l'affaire? Alors, la BCE déjà n'a pas pour rôle de soutenir le marché financier, même si c'est un indicateur que les banques centrales surveillent particulièrement. Ce n'est pas leur but. Voilà, leur but, c'est réellement de créer de l'inflation jusqu'à, on va dire, 2%. Et comment on peut se retrouver dans une telle situation? Il y a, faites une liste des incertitudes qu'il y a. Vous les regroupez dans une liste et vous verrez qu'il y a une liste d'incertitudes vraiment importantes. Donc le marché se protège en délaissant les marchés actions et en achetant des obligations. On le voit avec les obligations, les rendements des obligations américaines, même américaines, malgré le poids de la dette aux États-Unis, les rendements sont fortement baissé ces dernières semaines. On a l'or qui augmente, qui a pris 7% ce trimestre. Donc voilà, on a une protection de la part d'investisseurs, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est impressionnant, mais c'est pas surprenant. D'accord? Voilà, c'est du déjà vu, ce qu'on a là. Donc voilà. Par contre, on a une configuration technique que je voulais vous faire voir, qui est, je ne veux pas non plus, encore une fois, alerter, je ne veux pas être pessimiste, et vous me connaissez, je ne suis pas du tout, je suis pas quelqu'un qui crie à la bulle depuis des années, même si elle est très présente. Voilà, je n'ai pas craqué, je n'ai pas, j'ai pas alerté du crack ces dernières années. Mais regardez ici, on a une espèce d'épaule, une tête et une épaule qu'on a là. Là, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et ça me fait penser finalement à 2008, parce que j'ai regardé les graphiques en 2008, 2007-2008. Et regardez. Regardez un petit peu. Donc, en hebdomadaire, l'épaule, la tête et l'épaule. Alors, je vous l'accorde, elle n'est pas très très propre. Mais voilà, on a, selon moi, vous voyez, une épaule tête-épaule qu'on peut prendre par ici. Vous voyez, l'épaule tête-épaule avec le pullback. L'épaule, la tête et l'épaule. Voilà, bon. Et ensuite, on a eu donc la baisse. Donc, on a une configuration, une espèce d'épaule tête-épaule qui se ressemble. En tout cas, dans l'esprit, c'est quelque chose d'assez similaire. C'est assez similaire. Donc, voilà, après, ça m'étonnerait. C'est un peu probable qu'on ait une baisse de, 57% du S&P 500. Maintenant, là, on est à 20%. Encore 10%, du 30%, ça peut être, vous voyez déjà un retour au sommet de 2015. Ça peut être un niveau de prix de support important. Ça sera de toute façon, c'est le prochain niveau de support important. Vous voyez, on a encore une baisse de 9% pour atteindre ces sommets. C'est ce support qui était auparavant des sommets. Ce qui ferait une baisse de 27% depuis les sommets, ce qui est quand même une purge assez importante. Voilà. Par contre, si on passe sous les 2136, ensuite sera support à 1817, puis 1550. Donc voilà. Pour le moment, je pense que la baisse, faut continuer à se positionner à la vente, vu le momentum baissier. Alors, je parle bien pour du court terme, bien évidemment. Je parle bien pour du court terme. Pour moi, les stratégies de vente sont à privilégier pour le moment. Voilà. Et si on vient chercher une oblique, cette oblique haussière de long terme, alors, quelle est cette oblique? Ah non, ça faut que j'enlève. Si je me remets en graphique linéaire, ouais, cette oblique qui vient chercher le point bas de 2009, point bas de 2011 et le point bas de
de 2016, eh bien finalement on est proche de cette oblique. Vous voyez, donc je pense qu'on peut aller encore atteindre les 2350. Alors peut-être qu'on va avoir un rebond pendant quelques séances, vous voyez, un petit rebond, ce qui semble assez possible, hein, vu ce rallye baissier, une petite correction de 38% de ce rallye me semble cohérent. Mais de là à passer à l'achat, je trouve ça trop risqué. Mais voilà, ça me semble possible de passer, qu'on ait un rebond avant une nouvelle baisse. Et voilà. Donc les marchés, l'économie réelle sont-elles en train de s'effondrer avec une apocalypse à venir? Tout cela à cause de la politique économique, financière, totalement stupide, nous dit Philippe. Alors, sont-elles en train de s'effondrer? Alors, s'effondrer, on va dire qu'il y a une purge qui se fait. Pourquoi on a cette purge? Alors, comme je vous l'ai dit, on a le ralentissement de l'économie mondiale qui est provoqué par ces incertitudes avec notamment la guerre commerciale, les incertitudes en Europe et aux États-Unis le shutdown, mais on a notamment le durcissement des politiques monétaires. Voilà, taux d'intérêt, certes, qui reste neutre, voire négatif de la part de la BCE, mais plus d'ajout de liquidité. On a le QE qui est arrêté, hein. À partir de la fin du mois, excusez-moi, on a la Fed qui réduit son bilan de l'ordre de 50 milliards de dollars par mois. 50 milliards de dollars par mois en moins sur les marchés financiers. On a des taux qui remontent, donc des conditions de crédit moins accommodantes aux États-Unis. Et il y a deux façons de générer des transactions dans le monde. Vous payez soit en cash, soit en crédit. D'accord? Donc, le crédit, il faut savoir que le crédit, il y a une part de consommation beaucoup plus importante en crédit qu'en cash. Donc, si on a des conditions de crédit qui se durcissent en raison des hausses des taux d'intérêt, eh bien, on va avoir moins de crédit. Et donc, moins de crédit, c'est moins de consommation. Et donc, ça, c'est un élément en plus qui justifie la baisse du marché. Maintenant, voilà, faut garder la raison. D'un point de vue trading, c'est baissier. Maintenant, d'un point de vue d'investissement, parce que je vois que là, ça part beaucoup sur du long terme, il faut savoir que le ratio PE, qui est l'indicateur de valorisation le plus suivi par les investisseurs, eh bien, est revenu à son taux médian. Il est revenu environ à 15. Donc, on est sur des niveaux de valo assez, je dirais, assez intéressants. Alors, on n'est pas, c'est pas sous-évalué les marchés, on n'est pas dans un marché qui est sous-évalué, mais voilà, on est dans des niveaux, à des niveaux, qui sont, plus, attractifs. Voilà, ça c'est le ratio PE sur 10 ans. Donc c'est le taux de valorisation. Et vous voyez qu'on est passé fin 2017 de 18 à 15. Et donc là, c'est la médiane, je pense, 10 ans average. Donc c'est la moyenne à 10 ans du ratio PE. Vous voyez. Et là, on est revenu, on est en dessous, hein, finalement, légèrement en dessous. En général, donc ce ratio, en dessous de 15, on dit que le marché est pas surévalué. Au-dessus, on va estimer qu'il est surévalué. Maintenant, il y a différents indicateurs. Il y a également la valorisation des marchés actions divisé par le PIB américain. Ça, c'est un indicateur qui permet, c'est l'indicateur très connu qui a été énoncé par Warren Buffett, hein, que vous connaissez probablement. Donc c'est la capitalisation boursière du marché américain divisé par le PIB américain. Vous avez un pourcentage. Ce pourcentage, s'il est au-dessus de 100%, le marché est surévalué. S'il est en dessous, le marché est sous-évalué. Voilà. Donc pour cet indicateur avec le PIB, il me semble qu'on est toujours au-dessus, puisqu'il y a quelques mois on était à 161%, donc ça m'étonnerait qu'on ait passé sous 100% avec cette purge de 20%. Mais voilà, on doit être aux alentours, je pense, de tête comme ça, on doit être dans les 120, 140%, je dirais, donc ça reste quand même surévalué. Donc voilà, on n'est pas sous-évalué, mais on est plus surévalué. Donc on revient sur des marchés, sur des marchés à valorisation, normale. Normaux, excusez-moi. Bref, donc S&P pour les marchés actions, là on est sur des contrats donc CFD mais qui sont liés aux contrats futurs. Donc voilà, on ne devrait pas avoir de grands mouvements. Je ne vais pas vous dire d'être aussi ou baissé parce que il va y avoir peu de volume, donc ça va jouer à rien finalement. On peut être en hausse, on peut être en baisse. Il n'y aura pas de chiffre macro important. Donc voilà, si je devais me prononcer, vu que on a une baisse du dollar, qu'on a on a eu un rebond du Nikkei, je dirais que les marchés auront des chances de clôturer dans le vert aujourd'hui.
Mais sachez qu'on est en période avec très très peu de volume, même demain, même si le marché, voilà, il est fermé aujourd'hui, il n'est pas fermé demain. Demain, il y aura peut-être un petit peu plus de volume qu'aujourd'hui, mais ça restera très très light, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que la plupart des institutionnels seront absents des marchés. Donc là, on est en période, là c'est cette semaine et la semaine prochaine seront 2 semaines sont 2 semaines où il va y avoir peu de volume et donc voilà, des mouvements très incertains. Il faut en être conscient. Donc voilà, marché action assez incertain. Je dirais que un rebond en intraday me semble possible. Maintenant, je n'irai pas à chercher à le trader puisque ça va être assez, comme je l'ai dit, incertain. Au niveau de l'euro-dollar, stable à 1,14, vous voyez à peu près, stable à 1,14. Alors là, on voit qu'on a une nouvelle baisse. Je pense, que c'est possible qu'on vienne chercher en 1 heure. Donc, vous voyez, en 1 heure, ça me semble possible qu'on vienne chercher les 1,1361. Donc baisse de l'euro à court terme avant d'avoir une nouvelle impulsion haussière. Le DXY, personnellement, je reste baissier. La DXY en journalier, on est bel et bien sorti du triangle. On a une réintégration vendredi, on est ressorti par le bas lundi. Voilà. On a une pression vendeuse. D'ailleurs, ça se fait voir par le RSI, le RSI qui est sous 50. Donc, pression vendeuse dominante. De ce fait, je m'attends toujours à une correction du DXY. Retour à 95,53. Retour ensuite à 95,16, voire même 94,30. Donc, avec un stop au-dessus des récents sommets. Donc, soit on choisit ce sommet, la moyenne mobile à 20 séances, soit on choisit le sommet à 97 pour aller shorter le DXY. Dans l'optique qu'on ait une situation en Europe qui s'améliore et également au Japon, puisque voilà, le DXY, c'est beaucoup, et même en Chine, pardon, puisque la Chine, le yuan n'est pas dans le DXY, mais il influence énormément la demande de dollars. D'accord? Donc si on a finalement une croissance chinoise qui réaccélère, en tout cas qui ne ralentit pas autant que que ce que les investisseurs sont en train de penser, eh bien, ce serait bon pour la confiance des marchés, ce serait négatif pour le dollar, donc ça contribuerait à la baisse. Moi, je vois plus beaucoup de facteurs qui justifieraient une remontée du dollar. Pour être tout à fait franc avec vous, les États-Unis sont dorénavant également touchés par les incertitudes. L'économie devrait ralentir l'année prochaine. On a un shutdown. On a un aplacement de la courbe des taux. Bref, on a de plus en plus d'indicateurs qui vont dans le rouge, cette fois-ci aux États-Unis. Donc, le DXY n'est plus une devise refuge dans ce contexte. C'est plus que le yen et le franc. Canadienne 80, me dit François, exactement. Canadienne 80, ça me semble tout à fait possible. En tout cas, tant que les cours de pétrole sont en baisse, il y a des chances que Canadienne atteigne 80, pardon. Déjà, les retraites US down, en effet, on a des révoltes style gilet jaune, crise de confiance à surveiller. Voilà, à surveiller, crise de confiance, c'est lié à la consommation. Donc, tout à fait, Philippe, c'est à surveiller. Vous pensez donc que les particuliers US n'ont pas vendu leurs actions en moyenne car ils ont encore confiance dans leurs économies, alors, je pense qu'il y en a, oui, qui ont vendu. D'ailleurs, on le voit, le nombre de retraits il y a eu un chiffre qui est sorti, il me semble, les 3 premières semaines de décembre, il y a peut-être eu, alors, information à surveiller, mais il me semble 76 milliards de dollars d'équivalent dans les actions américaines qui ont été sortis. Donc voilà, on a eu une baisse, on a eu des flux sortants. Maintenant, moi je parle de l'économie. L'économie, je parle pas des marchés quand je parle de la consommation. Tant qu'il y a une consommation des Américains, l'économie n'est pas, c'est pas inquiétant. D'accord? Donc pour moi, l'indicateur macroéconomique le plus important à surveiller, c'est vraiment la consommation. La consommation est extrêmement importante. Tant que les Américains consommeront, les baisses des marchés actions, faudra soit l'anticiper comme un indicateur leader de l'économie, ou soit ça sera finalement des opportunités pour repasser le. D'accord? Parce que finalement, l'économie, vous savez que c'est quoi les marchés actions? C'est des entreprises. Les entreprises, c'est des chiffres d'affaires. Et c'est comme ça que les investisseurs achètent. Ils achètent selon des taux de valorisation. Ils surveillent des indicateurs économiques, microéconomiques, donc qui sont liés aux ventes la plupart du temps. Et donc, tant que les Américains achèteront, les entreprises américaines feront des profits. Et donc,
les baisses du S&P de 20%, comme ce qu'on a actuellement, peuvent être interprétées comme des opportunités. Maintenant, ce genre de raisonnement ne fonctionne pas sur du très très court terme. Ça fonctionne sur du long terme. Ça fonctionne sur l'horizon de plusieurs années. D'accord ? C'est quelle moyenne mobile en orange? Alors, il y a celle-ci qui est une moyenne mobile à 200 jours. Et la moyenne mobile avec des en orange en tiré, vous voyez, on est tiré plus fin, c'est la moyenne mobile à 20. Thierry qui nous dit sur Netflix, il suffit de regarder le sentiment client pour savoir ce que pense la majorité des traders particuliers. Exactement. Voilà, donc sentiment, vous pouvez avoir les données de ce que pensent les traders particuliers. Thierry qui me dit pour les actions, est-ce qu'en... Alors, pardon, Philippe, pardon. Le débouclage des positions short d'après indicateur du sentiment des investisseurs sur S&P entraîne-t-il forcément le fait qu'on est davantage acheteur que de vendeur maintenant, ou est-ce juste une prise de bénéfice pour mieux reshorter plus haut? Alors non, hein, il n'y a pas de lien direct entre le nombre de positions short et le nombre de positions achat. Ce que vous avez là, d'accord, c'est le nombre de positions short en rouge, le nombre de positions longues en bleu. Vous voyez, net long, net short. Donc, si vous prenez, par exemple, si vous avez une position longue et vous prenez des bénéfices, vous la fermez, le nombre de positions longues va diminuer, mais le nombre de positions short ne va pas augmenter. Quand vous prenez des bénéfices, quand vous clôturez une position acheteuse, vous ne shortez pas le marché. D'accord? Donc, voilà, c'est deux choses différentes. Alors, le bouclage de position short d'après un indicateur de sentiment des investisseurs sur la S&P 500 entraîne-t-il forcément le fait qu'on est davantage acheteur que de vendeur? Débouclage des positions short, oui. Donc, si les investisseurs particuliers vendent, clôturent leur position short, il y a moins de positions short, et donc le ratio position longue, position short est en faveur des positions longues. Mais le nombre de positions longues n'augmente pas. Tant que ces personnes qui ont shorté n'ont pas acheté, ne sont pas rentrées long sur le S&P, il n'y a pas de nouvelles positions longues dans le marché. Pour les actions, est-ce qu'en début d'année, les gens de fonds feront leur marché comme tous les ans et donc les indices pourraient monter ou bien ne font rien au vu de ce qui s'est passé en ce moment? Alors ça, honnêtement, ça c'est... Voilà, j'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais oui, le début d'année sera important. Alors souvent, le début d'année, les 2 premières semaines, les 14 premiers jours, c'est un mauvais jour de trading. Voilà, c'est particulièrement compliqué pour le trading, il faut en être conscient. Mais voilà, le mois de janvier donnera, on va dire, des indications sur ce qu'on pourra espérer au premier semestre, ou en tout cas jusqu'au mois d'avril. Voilà, donc si on a un rebond, lorsque les institutionnels reviendront, et bien si on a un rebond en janvier, on pourra, oui, s'attendre à une poursuite du rebond lors des prochains mois. Maintenant, voilà, il faut être conscient qu'on a pas mal d'incertitudes. Lorsqu'on a actuellement la baisse, encore une fois, c'est pas réellement justifié d'un point de vue économique. Parce qu'en d'un point de vue économique, l'économie mondiale, certes, elle ralentit, mais elle va bien. On est toujours en croissance. Mais c'est surtout des incertitudes politiques qu'on a actuellement. Guerre commerciale, le Brexit, ralentissement de l'économie chinoise, ça c'est pas politique, mais bon, c'est lié puisque c'est lié avec la guerre commerciale. On a le shutdown, voilà, c'est ces facteurs-là qui justifient la baisse. C'est pas réellement de façon économique pour le moment. Ça pourrait venir, mais ce n'est pas encore le cas. Gold 1280. Alors, le gold, pour moi, c'est un actif particulièrement intéressant puisque non seulement je suis baissé sur le dollar, mais en plus de cela, voilà, on a un VIX qui est élevé, on a un gain qui est élevé, donc ça justifie la version pour risque et donc l'achat de l'or. Donc l'or, déjà 1262, ça a été atteint, vous voyez, c'était la résistance qu'on avait parlé il y a quelques jours, enfin la semaine dernière et même il y a quelques semaines. Prochaine résistance, pour moi, c'est 1287. 1287 qui correspond à, à peu près 61,8% de placement de cette tendance baissière. Donc 1287, puis 1306, puis même 1321, voire même, vous voyez, 1373. Voilà, donc c'est haussier pour le gold.
hausse de l'or. Moi, je pense que lors des prochains mois, l'or, eh bien, on pourrait le voir aux alentours des 1350. D'accord? Enfin, en 2019, hein, je dis pas qu'en février, il sera 1350, mais voilà, au cours de l'année 2019, je pense qu'un retour à 1350 au vu des incertitudes et au vu de la volatilité, eh bien, l'or pourrait revenir à ce niveau-là. L'or, c'est un parfait allié pour contrer la volatilité des portefeuilles. Hein. Pensez au niveau des portefeuilles des marchés. Hein. Il faut y penser. Hein. Parce que les tendances, c'est, je rappelle, les fonds de pension qui font les tendances sur les marchés financiers. Les fonds de pension sont composés d'actions, d'obligations et d'or. Alors ça, je vous dis, il y a d'autres choses après, mais on va dire là, les particularités, enfin, ce qu'on a d'un point de vue historique et de façon la pondération la plus importante, on a des actions, des obligations, de l'or. Ces pondérations changent selon l'état des marchés. Les obligations et l'or permettent de contrer la volatilité des actions. Les actions permettent le rendement sur du long terme. Donc, plus on a la volatilité, plus les obligations et l'or seront appréciés par les fonds de pension pour contrer la volatilité des actions. Quand on dit la volatilité, c'est pas la volatilité l'ATR, c'est la baisse. D'accord? Donc l'or reprend son statut de valeur refuge. Alors, c'est toujours une valeur de refuge. Hein. L'or, ce n'est jamais une valeur de rendement, parce que l'or ne donne pas de dividendes. Donc, l'or n'a jamais été une valeur d'appétit pour le risque. L'or a été délaissé la plupart du temps en 2018 parce qu'on a eu une remontée du dollar. Et la forte remontée du dollar a fait pression sur le métal jaune. D'accord? Mais l'or restait une valeur refuge. C'est juste que l'or sous-performait. Donc voilà, l'or, là il est en hausse, ce cours de l'or, parce qu'on a la version pour risque comme ce qu'on avait en 2018, mais l'été 2010, voilà, ces derniers mois concrètement, mais c'est surtout à cause de la baisse du dollar qu'on a une remontée de l'or. Vous êtes d'accord qu'on a une panique sur le marché actuellement, il suffit d'allumer Bloomberg à 16h où vous attendez un VIX à 100. Alors, déjà, pour être tout à fait franc avec vous, Philippe, Bloomberg, CNBC, c'est du show. Hein. Voilà, c'est du show. Donc oui, on a une panique entre guillemets. Maintenant, est-ce que c'est comparable à ce qu'on a connu en 2008 ou est-ce que c'est comparable à ce qu'on a connu à d'autres replis? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Donc pour moi, il n'y a pas encore de panique. Je veux dire, il n'y a pas de comment dire. Le marché, les investisseurs ne sont pas désespérés. Maintenant, voilà, on a de plus en plus d'incertitudes. Après, est-ce qu'on a un crack? Personnellement, alors c'est possible, hein, moi je n'ai pas de boule de cristal entre les mains. Est-ce qu'on va faire un moins 50% du S&P? Pour moi, actuellement, je dirais que non. Maintenant, voilà, chacun son opinion. Alors quand je dis du show, hein, Thierry, c'est du show S-H-O-W, hein, c'est du show, comment dire, du spectacle, voilà, du spectacle. Alors, j'attends un VIX à 100. Non, pas du tout. Donc le VIX, oui, qui est à 39, c'est élevé, hein, c'est élevé. D'ailleurs, où on en est notre indicateur VIX, c'est notre stratégie. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, regardez. Donc Bulltech, on était à 50. Subprime, on est arrivé à 100. Alors moi, j'attends pas du tout qu'on aille à 100. C'est déjà élevé, 35, pour être tout à fait franc avec vous. Voilà, maintenant, honnêtement, je dis pas que j'ai la raison, hein, je pense pas, ça se trouve, on aura un moins 50% du S&P. Hein. Chacun a son opinion, hein, c'est à chacun de se la construire. Mais voilà, moi je ne pense pas. Je pense que on n'est pas du tout dans ce qu'on avait ce qu'on avait en 2008, pardon. On a une économie qui reste quand même assez en bonne santé. D'accord. On a des incertitudes, mais l'économie reste en bonne santé. On a une croissance dans toutes les régions. Hein. On a une croissance quand même en Europe. On a une croissance. Alors ça va un peu moins bien ces derniers trimestres, mais on a quand même une croissance. On a une croissance en Asie chez les émergents. On a une croissance aux États-Unis. Donc on n'a pas
d'une situation macroéconomique qui est mauvaise. On n'a pas une situation économique mauvaise. On a juste des craintes. Ces craintes, imaginez demain, on a un accord commercial États-Unis-Chine, je vous garantis que enfin, je vous garantis, non, je vous garantis rien du tout, mais il y a de fortes chances que le S&P 500 rebondisse fortement. Donc, voilà, c'est ni plus ni moins que des incertitudes. Et donc, c'est pas réellement, comment dire, un cycle. On n'est pas en fin de cycle économique, je dirais. On est dans un cycle où on ralentit. On n'est pas dans un cycle de déflation, vous voyez. Disparity Index, notre fameux disparity à 10 jours, il est à 19. Vous voyez qu'on n'a pas croisé 10 à la baisse. Tant qu'on n'a pas croisé 10 à la baisse, on n'a pas de signal d'achat sur le marché action. Voilà. Vous voyez, on est encore bien au-dessus. Le VIX qui est 20% à peu près plus élevé que sa moyenne mobile à 10 jours, ce qui est important. Voilà, donc je vais répondre à la question et ensuite je pense que je vais vous laisser. Alors, il suffit de regarder les min-max annuels 2018 sur les principaux indices en nombre de points. Alors oui, alors il suffit également de donner la profondeur du repli. Ce qu'on appelle la profondeur, c'est finalement les sous-jacents d'un indice. Vous savez qu'un indice est composé d'actions. Et donc, les actions, on va regarder ce que font les actions, finalement, les composants de l'indice. Et là, on a, sur le NAS et le Nasdaq réunis, on a 2600 composantes de ces bourses, d'accord, qui sont en bear market. Donc, ce qui est énorme. Pour le yen et le franc suisse, valeur refuge ou pas en ce moment comme l'or? Oui, valeur refuge totalement. Le yen encore plus. Le yen, c'est la valeur refuge par excellence. Hein. Par excellence, c'est pas le franc. Vous voyez quand même le franc s'apprécie. S'apprécie ces derniers, bien finalement depuis le mois de mi-novembre. Depuis mi-novembre, il s'apprécie le franc. Donc franc, yen. Tant que le VIX sera haussier, le yen s'appréciera, le franc également, et l'or aussi, à condition que le dollar ne soit pas, ne progresse pas. Voilà. Mais là, l'or, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que on a un VIX élevé, donc on a l'aversion pour le risque, on a l'or qui est apprécié dans ce contexte, et en plus on a la baisse du dollar qui fait mécaniquement remonter le cours de l'or. Donc voilà, l'or est soutenu par deux facteurs, l'aversion pour le risque et la baisse du dollar. 4600, 4600, incroyable la loose. Alors oui, on a une baisse importante, 1000 points du CAC 40. CAC 40, 1000 points de baisse. Alors je pense que le CAC 40, vous voyez, on peut aller beaucoup plus bas, on peut aller encore à 4265. En tout cas, d'un point de vue technique, regardez, c'est plus bas, c'est la mèche qui a été faite lors de l'élection de Donald Trump. Donc voilà, c'est finalement là où les acheteurs s'étaient manifestés, 4265. Je pense que c'est possible qu'on a cherché ce niveau de prix. Alors, on est en train de sortir par le bas, alors pas d'un point de vue hebdo, mais d'un point de vue journalier, on est en train de sortir par le bas, de clôturer sous cette oblique. Et si on clôture sous cette oblique, ça mettra clairement en perspective toute cette hausse. Et donc 4165 sera le premier objectif, suivi par les 4000 points. Voilà. En tout cas, les 20% de baisse qu'on a sur S&P, je pense pas que ce soit la fin, je pense qu'on peut encore continuer, comme je vous l'ai dit au début du webinaire. Je pense qu'encore une baisse encore 10%, je pense qu'un repli jusqu'au sommet de 2015, eh bien, peut-être possible, clairement. Voilà. Voilà, donc pour résumer, l'or, je pense que voilà, faut chercher des stratégies acheteuses, des stratégies longues. Stratégie longue, or, alors là, d'un point de vue ratio risque rendement, si on passe à l'achat maintenant, je vois pas ce qui est clairement intéressant pour, enfin, ou passer son stop pour avoir un ratio risque rendement intéressant. Mais bon, si vous avez une stratégie, pourquoi pas. Donc l'or a privilégié à l'achat. Le yen, bien qu'il soit extrêmement élevé, voilà, ça reste une devise qui est appréciée dans ce contexte de volatilité élevée. Donc tout pullback me semble intéressant. D'ailleurs, l'USD yen, vous voyez, on a atteint 110, il me semble. Plus bas, on l'a fait à 110,10, pardon. Donc, rappelez-vous, on avait parlé la semaine dernière des 110. Bon, ça a été atteint plus rapidement que prévu. Alors, presque, puisqu'on a 110,10 ce matin. Enfin, on était à 110,10. Mais voilà. Donc, 110, toujours un objectif. Et ensuite, il faudra aller chercher potentiellement, si on a le breakout, on ira chercher les 108.
Voilà, donc le yen n'a pas capitulé, hein, il reste élevé. Certes, on pourrait avoir un repli, mais voilà, ça reste une devise refuge. Et tant que le VIX, encore une fois, sera élevé, il y a tout intérêt à payer, voilà, à payer le yen. Maintenant, il ne faut pas payer à n'importe quel prix. Et je pense qu'un repli me semble possible à court terme. Donc le yen, wait and see. Par contre, le CAD, là, le CAD, tant que les cours de pétrole sont en baisse, même si les cours de pétrole consolident, CAD yen, voilà, vente 80, même 4 CHF. Alors, j'ai pas regardé 4 CHF, mais regardons cela rapidement. 4 CHF, alors, là, on est sur support. Voilà, donc support à 0,72, 24. Si on a une clôture sous ce seuil, pourquoi pas s'attendre à un retour à 0,70, 61. Voilà, donc 4 CHF. Est-ce qu'en weekly, en journalier, on peut faire quelque chose? La réponse est non. Vous voyez qu'on est sur support, donc on va pas shorter un support, on short un breakout. Mais voilà, on va pas shorter un support. Et donc, voilà. Voilà donc pour mes vues de marché. J'espère que ça, vous aurez apprécié. Vous avez apprécié, pardon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Et en attendant, eh bien, écoutez, soyez prudents sur le marché, même si voilà, la volatilité devrait rester, je pense, assez faible, vu qu'on a un peu de volume. Hein. Je vous rappelle, la plupart des bourses aujourd'hui sont fermées. C'est les contrats futurs qui cotent. Voilà, excellente journée à vous. À demain et voilà.